Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs et nous remercions aujourd'hui Clément Collodier-Jacques, Charles Esquirol, Scrat, Jonathan Vingerotz, Adrien Guyoni, Alexandre Burgun et pourquoi pas vous ? Allez sur patreon.com/rdvtech pour en savoir un petit peu plus et pourquoi pas participer vous aussi au financement de l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On se plonge dans toutes les informations, on lit toutes les news, on épluche toutes les analyses et on vous résume ça dans un petit package facile à consommer, agréable et, je l'espère, sympathique. Je suis Patrick Béja, votre hôte, et je reçois dans la maison du Rendez-vous Tech Jérôme Kainborg, grand spécialiste de la technologie et amateur d'Apple, ce qui est plutôt approprié aujourd'hui. Certains disent même fanboy. Bon, il y a des fanboys, je pense que tu es fan, un petit peu comme moi, de toute la technologie. Je te qualifierais pas de fanboy. Je garde quand même un esprit très critique, mais bon, les gens aiment bien mettre des étiquettes, ça rend le monde plus simple, hein, d'avoir les étiquettes anti et pro et tout ça. C'est ça, exactement. Mais on va essayer de faire un travail sérieux, puisqu'on va vous éplucher la WWDC qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la WWDC, c'est la conférence de développeurs d'Apple, qui vient conclure la série des conférences de développeurs après la Build de Microsoft et la Google I.O. de Google, la bien nommée, dont on vous a parlé dans les épisodes précédents. Et ben, la fin du printemps et le début de l'été, c'est le moment de la WWDC avec sa keynote qui est l'occasion pour Apple de parler de nombre de ses produits généralement logiciels et parfois, comme c'est le cas cette fois-ci, matériels. Et on aura quelques infos supplémentaires également dont on va vous parler dans la suite de l'émission. Il y aura le nouveau téléphone d'Andy Rubin, le créateur d'Android, IBM qui fait des processeurs toujours plus petits, des nouveaux claviers pour la France peut-être, etc., etc. Des outils intéressants que Facebook développe pour les hommes politiques aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as vu cette news, mais c'est assez intriguant. J'ai trouvé. On va se demander s'ils ne devraient pas développer de l'intelligence artificielle en ce moment pour les hommes politiques, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de considération. Bon, on va en parler tout à l'heure, mais on commence avec donc la WWDC, ou plutôt la keynote de la WWDC, la conférence d'introduction, où il y a eu quand même beaucoup de choses, une conférence très dense, 2h30 de marathon. Tu parlais d'éplucher, oui, c'est une grosse patate qu'on avait épluché quand même. C'est vrai que c'était quand même un long moment. Mais j'avoue que c'était dense, quoi. C'était un petit peu comme la Google I.O. d'il y a 2 ou 3 semaines. C'était long, mais ils avaient beaucoup de choses à évoquer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des différents produits dont ils ont parlé. Alors, tvOS un petit peu, WatchOS, les Mac, les iPhones, les iPads, les OS. Mais avant ça, peut-être, Jérôme, un petit ressenti sur la conférence dans son ensemble. Qu'est-ce que t'en as pensé, comme ça, à froid ou à chaud, je sais pas. Ben justement, ce qui m'a étonné, mais pas tant que ça, dans cette WWDC, c'est qu'on sent quand même que Apple commence à ressentir le souffle chaud de la concurrence dans sa nuque, et que c'était exactement comme tu l'as dit, une conférence qui ressemblait un peu à la Google I.O. avec énormément de produits. C'était pas une keynote Apple less is more. Là, il y avait quand même une idée de vous montrer, regardez tout ce qu'on fait. Et que nous aussi, on travaille là-dessus. Nous aussi, comme Microsoft, on est là-dessus. Nous aussi, comme Google, on fait ça.
Je sais pas si je me trompe ou pas. Bon, après, Apple garde sa stature un peu outsider du monde de la tech, un peu premium, etc. Mais là, il y avait une vraie intention de montrer, regardez ce sur tous les trucs sur lesquels on travaille et tout ce qui arrive. En gros, ne vous inquiétez pas. Ouais. Est-ce que c'est une petite pas réaction? Genre on vous présente 2 produits et voilà, ils vont vous éblouir. C'était genre on fait ça et on fait ça et on fait ça. Ouais, et on fait ouais. ça. Et c'était assez surprenant parce que c'est pas très appelien de faire ça, mais en même temps, à l'époque à laquelle on vit, Apple ne peut plus nier qu'il est une société de cette taille-là qui doit travailler sur des choses aussi importantes que l'intelligence artificielle, en même temps que de travailler sur un design parfait de tel ou tel ordi ou wearable. Donc moi ça m'a plutôt rassuré en fait sur Apple cette WWDC. C'est vrai qu'ils avaient besoin de montrer certaines choses et moi il y a 2 éléments que je retiens et on va les détailler dans la suite de l'émission, mais 2 éléments intéressants. D'une part, ils ont montré vraiment qu'ils n'abandonnaient pas les pros. On avait vraiment l'impression, enfin à chaque partie de la conférence, ou pas à chaque partie, mais à plusieurs moments de la conférence, on a vraiment eu l'impression qu'ils disaient non mais vous les professionnels, on ne vous abandonne pas, on a des trucs pour vous au niveau matériel, au niveau logiciel, et ne vous inquiétez pas, on pense à vous quoi. C'était je veux dire pour les développeurs, les développeurs ont, je pense, senti, et c'était le ressenti, je crois, qu'on a eu après la conférence, ont senti que bon, ok, là il y avait des signes inquiétants depuis quelques années envers les développeurs, et là ils se sont dit ok, en fait ils sont conscients de ce qui se passe, et ça veut pas dire que tout va enfin la société est orientée vers le travail des professionnels dans l'ensemble des métiers professionnels de l'informatique, mais par contre les développeurs et les créatifs ils font quand même partie de la cible d'Apple. Il y avait effectivement des choses rassurantes, notamment, enfin moi je vois en tant que professionnel vidéo, l'épée de Damoclès qu'un jour Apple va annoncer qu'il va arrêter Final Cut Pro comme il a arrêté Aperture pour la photo, s'éloigne. Là ils ont montré justement qu'en se lançant sur des modules de VR et tout ça, ils gardaient effectivement les outils pour pro, et au niveau hardware, sans qu'ils proposent vraiment quelque chose de nouveau. En tout cas, ils proposent des options pour ceux qui seraient en phase de rachat d'ordinateurs. Donc, c'était effectivement très rassurant. Et je nous amène dans la WWDC, mais l'intro Apocalypse était un signal très fort envers les développeurs, une séduction, une complicité avec les développeurs, et qui était un message qui disait vraiment Apple a besoin de vous, sans vous on n'est rien. Et c'était à la fois, j'ai trouvé, humble et une très belle entreprise de séduction quoi. C'était effectivement, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était le petit film d'introduction, comme ils en font souvent dans ces conférences, Apple ou d'autres d'ailleurs, où ils montraient un nouvel employé d'Apple qui était venu, qui venait de récupérer son bureau, et il était dans la salle des serveurs d'Apple et il voulait brancher son iPod, un vieil iPod de 1995. Bon, je plaisante, mais voilà. Et il trouvait pas la prise, alors il débranche les serveurs d'Apple. Et le vieux mythe qui a un stagiaire qui débranche les serveurs. C'est ça, qui débranche la prise, et donc tout s'arrête. Et on voit dans le monde entier les apps qui se ferment et qui disparaissent des iPads, et du coup ça devient une apocalypse complète, avec évidemment ce trait d'humour où c'est la fin du monde quoi. Il y a des gens qui ne réussissent plus à utiliser leurs apps de face swap, donc qui doivent faire genre de la chirurgie esthétique pour placer leur visage sur ceux d'autres personnes. Enfin c'est le truc qui m'a fait le plus rire, c'est Tinder n'existe plus, donc des mecs se mettent dans des cases et montrent leurs muscles. Il y avait des trucs très drôles quoi. Si c'était les apps vraiment disparaissaient, comment on remplacerait ça quoi. Comment on vit sans app, et c'était effectivement assez drôle.
L'autre truc qui m'a marqué, c'était l'aspect machine learning et deep learning. Et là, ils l'ont placé un petit peu partout. Je pense non pas par, bien sûr, intentionnellement, parce qu'ils voulaient montrer qu'ils sont aussi sur le coup, mais surtout parce que c'est effectivement, comme on en parle depuis des mois maintenant, c'est un élément clé de la tech aujourd'hui. Et ils l'ont montré dans un petit peu toutes les sections. À chaque fois, ils disaient pour ça, évidemment, on travaille avec du machine learning. Là, on a du machine learning. Là, on fait du deep learning. Et donc, le message est passé qu'ils sont sur le coup aussi. Donc voilà, il y avait d'une part l'aspect pro et d'une part l'aspect machine learning. Comme Google, colonne vertébrale de l'ensemble de ce qui va sortir, c'est l'intelligence artificielle, quoi. Il y a pas grand chose qui échappera à l'intelligence artificielle. Ouais, exactement. Donc, écoutez, passons aux annonces elles-mêmes. tvOS, je crois qu'on peut vraiment passer dessus parce qu'il y avait. Oui, ça c'est Amazon le truc qui échappe à l'intelligence artificielle. tvOS. Encore que, mais bon. WatchOS 4. Alors là aussi, on peut passer dessus relativement rapidement parce qu'il y avait quand même rien d'incroyable. On va pas pouvoir détailler tout. J'ai des notes hyper compactes. On va pas pouvoir tout détailler. Mais toi, qui es un utilisateur assidu d'Apple Watch, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu? Le Siri Face, clairement, parce qu'aujourd'hui c'est. Alors explique ce que c'est quand même. Alors en fait, Siri Face, c'est aujourd'hui la plupart des utilisateurs d'Apple Watch, on utilise le Face qui affiche un maximum d'informations. Genre moi j'ai mon agenda, le Face j'ai c'est l'écran. L'écran, ouais. On peut choisir différents types d'écrans de montres qui affichent différents types d'informations sur la montre. Et en fait, comme je suis effectivement je deviens de plus en plus un power user de mon Apple Watch, je suis constamment en train de changer ce qu'on appelle les complications. Les complications, c'est ce que votre montre affiche pour les mettre, les actualiser par rapport à ce que je fais. Par exemple, je suis parti en vacances, j'ai changé complètement mes complications pour avoir des infos qui étaient pertinentes par rapport à mes vacances. Et après, je les ai rechangées et j'ai fait ça manuellement. Schématiquement, ce que Siri Face va essayer de faire, c'est de contextualiser les infos qu'elle va afficher sur la montre par rapport à ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites et aux informations qu'elle a sur vous. C'est-à-dire que le matin, elle sait que je présente Techscope à 8h, etc. Elle va m'afficher peut-être des informations par rapport à mon activité de ce moment-là. Elle sait ensuite que je dois me rendre en transport en commun à telle ou telle réunion. Hop, elle va changer l'info pour dire attention, là, il faut que tu prennes le métro dans 10 minutes. Donc, c'est un petit peu l'assistant Google avec les cartes. C'est l'assistant Google sur l'Apple Watch avec lequel on pourra scroller avec la couronne. La couronne, c'est le bouton qu'on tourne sur l'Apple Watch. Et ça me paraît pas mal du tout. À voir comment il l'applique vraiment. Mais ça donnera une réelle utilité, une utilité supplémentaire à l'Apple Watch. Ouais. Moi, j'avoue que je crois pas trop à la réussite. Je trouve que Siri est vraiment le plus faible des assistants et je suis pas certain qu'ils réussissent. Mais l'idée, effectivement, d'adapter les cartes de Google que Google fait à la montre, si ça fonctionne, oui, c'est intéressant. On a fait le live de la keynote avec Cédric notamment, et d'ailleurs vous avez peut-être pu l'entendre dans Upload puisque j'ai mis cet enregistrement dans le flux d'Upload, mais lui était très intéressé par la partie exercice, bien sûr. Il y a les mises à jour personnalisées pour les exercices physiques et il y a une possibilité de coordonner avec le NFC les données qu'on a sur la montre et sur les machines d'exercice qu'on a dans la salle de gym. Donc ça lui a plu. Bon, c'est une utilisation spécifique, mais il semble vraiment, avec l'Apple Watch, se concentrer sur l'aspect utilité pour les sportifs, quoi. En plus sportifs et santé, hein, quand même si c'est passé en entrefilet, ils ont montré en développant notamment les protocoles Bluetooth sur l'Apple Watch que, en gros, l'Apple Watch va mieux communiquer avec d'autres objets connectés autour d'elle. Donc, elle s'ouvre un petit peu.
macOS. Alors c'est macOS High Sierra qui est en fait une petite mise à jour de Sierra. C'est une année de mise à jour mineure. L'ancienne version c'était Sierra. C'est un petit peu comme le passage de Léopard à Snow Leopard, Lion à Mountain Lion, etc. Donc il n'y a pas énormément de choses incroyables. Une chose intéressante que j'ai notée, c'est le Intelligent Tracking Prevention, c'est-à-dire que il prenait l'exemple d'un achat qu'on fait sur une boutique en ligne ou d'une recherche qu'on fait quelque part, et après on a l'impression que on reçoit des publicités pour ce type de produit jusqu'à la fin des temps. Et du coup, c'est assez flippant, assez frustrant. Et là, ils vont instanciser ce type de transactions. Et ils vont les anonymiser, ce qui fait que il sera difficile pour les outils de tracking de vous traquer. Alors je suis sûr que ça fait pas plaisir à certains, mais ça fait plaisir à d'autres, et ils se concentrent un petit peu sur cette idée de protéger la vie privée des utilisateurs. C'est encore une question de business model, mais c'était une idée intéressante. Ouais. C'est intéressant. C'est uniquement dans Safari, bien sûr. Ouais, et c'est intéressant parce que ça va aussi dans le sens de ce que va proposer Google. C'est comment faire pour continuer avec ce qui est de la publicité et finalement des transactions sur le web et on va dire du commerce sur le web, sans tout détruire comme le fait les adblocks. Je le dis. Enfin, les adblocks sont un processus destructif d'économie du web pour un confort dont on a besoin. Et c'est intéressant de les voir réfléchir sur comment améliorer le confort de nous, enfin des utilisateurs, sans détruire l'économie du web, quoi. Sans trop la détruire, on va dire. Oui, donc là, c'est effectivement, il faudra voir comment ça fonctionne exactement, mais c'est une idée intéressante. Bon, ils vont aussi passer au Apple File System pour macOS. Il y a alors c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je trouve que le changement d'Apple File System finalement c'est un gros update ce High Sierra, ne serait-ce que par l'Apple File System, qui est quand même le passage ils avaient pas changé de file system depuis pas mal de temps, et là ça va changer énormément de choses sur le quotidien de ceux qui utilisent macOS, quoi. C'est un nouveau système de gestion de fichiers quand même. Oui, mais c'est concrètement dans ton utilisation, outre le fait que les copies de fichiers vont aller plus vite et que voilà, c'est un truc qui est un petit peu interne. Moi, je suis pas sûr que c'est sécurisé. Enfin, oui, non, mais ça sera tu vas pas voir visible. Mais c'est ça. C'est unifié, c'est 64 bits. C'est effectivement, comme tu dis, c'est pas un changement que beaucoup vont voir, mais c'est quand même un changement corps du système qui est assez important, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est un changement interne, je suis d'accord. Oui. Ils ont ensuite parlé du matériel avec des nouveaux iMac qui ont en gros ils passent toute leur gamme de Mac et de Mac portable sous processeur Kaby Lake, c'est-à-dire la nouvelle version des processeurs Intel. Il y a du H265 décodé en interne pour tout le monde. Ça c'est super. Pour les monteurs vidéo, c'est pratique. Mais bon, voilà. Là, on arrive au premier truc intéressant, vraiment, de la conférence, ou en tout cas surprenant, c'est l'annonce de l'iMac Pro, qui est un iMac comme on le connaît, tout en un, mais avec à peu près tout ce dont on peut avoir besoin et tout ce qu'on peut espérer pour une machine vraiment puissante. C'est-à-dire qu'on a des processeurs Xeon de 8 à 18 cœurs, on peut monter jusqu'à 128 gigas de RAM ECC, donc avec correction, des coprocesseurs graphiques Vega, Radeon Vega, qui sont donc la gamme professionnelle. On peut avoir 4 terabits de SSD, etc. Ça sera disponible à la fin de l'année et ça commence à $4,000. Donc c'est vraiment des produits chers, 4 ou 5 000, ouais. C'est vraiment des produits chers et
c'est des produits pour professionnels quoi. Là on est vraiment sur des trucs des performances dont n'ont pas besoin 95% des utilisateurs. Ouais, et cher, regardez bien les composants comparés avec les mêmes composants dans le monde PC, essayez de monter un PC avec les mêmes composants. On n'arrive pas à quelque chose de forcément beaucoup plus cher que chez Apple, mais on arrive à peu près à ces prix-là. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des produits pour professionnels. C'est des trucs que tu vas payer que sur PC ou ailleurs le prix fort parce que tu as besoin de ce genre de performance. C'est des stations de travail, quoi. Voilà, c'est pas exactement. Des PC pour un gamer ou quoi que ce soit. C'est une station de travail. Et ce qui est surprenant, c'est que, alors on leur reprochait depuis longtemps de ne pas s'intéresser effectivement aux professionnels avec le Mac Pro qui était sorti il y a plusieurs années et qui avait pas été mis à jour pendant longtemps. Là, il vient d'être mis à jour, mais c'est une mise à jour relativement mineure et on sait qu'il travaille à un autre format du Mac Pro et donc on s'attendait pas à une autre machine destinée aux professionnels. Et là, ce qui est surprenant, c'est que c'est une approche assez différente des machines professionnelles, en ce sens que c'est un tout en un, mais un tout en un vraiment à un niveau professionnel. Et je peux assez imaginer des entreprises qui se diraient on a besoin de 12 stations de travail. Voilà, on va pas s'emmerder, on va acheter des Mac Pro, enfin des iMac Pro plutôt. Oui, c'est un tout en un, mais il fait le job. C'est l'une des machines les plus puissantes qui soit. Donc, on va en acheter une douzaine, on les met dans notre open space et voilà, roule ma poule, c'est bon quoi. Et c'est un tout en un, donc c'est pratique. Mais c'est une bonne approche. Ma seule grande tristesse, mais bon, c'est Apple. S'il y a deux choses qu'on devrait pouvoir modifier, allez, on va dire trois, mais surtout deux choses qu'on devrait pouvoir quand même modifier, c'est la taille du disque dur et la taille de la mémoire vive dans un ordinateur. Et là, ça sera pas possible. Alors justement, écoute, le nouvel iMac, on peut changer la RAM. Alors bien sûr, c'est pas autorisé par Apple entre guillemets, mais on peut ouvrir le truc et la RAM n'est pas soudée au il faut enlever le capot, hein. C'est pas une mince affaire, mais ouais. Oui, c'est sûr que là, c'est pas des trucs, c'est pas censé être mis à jour au niveau matériel. Tu l'achètes comme il est, quoi. Effectivement. Ouais. Vu le prix de la RAM chez Apple, moi j'ai commencé à faire des simulations d'achat parce qu'il faut que je change de Mac. De passer à 32 gigas de RAM, ça fait mal au portefeuille. Ah oui, c'est sûr. Oui, parce que les 5 000 €, c'est le prix de base dont on parle. Ça peut monter plus haut. iOS 11, donc la nouvelle version effectivement, qui est présentée comme chaque année à cette WWDC. Alors là vraiment il y a des notes à n'en plus finir, il y a énormément de choses dont on pourrait parler. Si tu avais une ou deux choses à retenir des nouvelles fonctionnalités d'iOS 11, lesquelles est-ce que tu souhaiterais mettre en avant? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est il y a un vrai split entre l'iPad et l'iPhone. Enfin. Alors laisse de côté l'iPad, on en parlera après, parce que effectivement c'est un gros morceau, ouais. Écoute, sur iOS 11, ce qui m'intéresse le plus, j'essaye de. C'est tout con, mais là aussi. Regarde les notes et je vais pour te rappeler. Non, mais ça y est, j'ai trouvé déjà des choses. Ça va pas être quelque chose de très visible, mais l'adoption du nouveau format vidéo et photo qui va vous faire gagner près de 50% de place sur les vidéos et les photos, et notamment sur les vidéos, parce que c'était, à mon avis, un des problèmes quand même de l'iPhone. On peut tourner de l'excellente vidéo 4K, mais les gens ne le font pas parce que ça remplit votre iPhone beaucoup trop vite. Donc ça, d'avoir vraiment un retravail là-dessus, c'est quand même intéressant. Et puis sinon, effectivement, les changements de comment on appelle ça, de l'écran de contrôle, du panneau de contrôle, c'est assez intéressant aussi. Mais globalement, c'est une bonne évolution. La iOS 11, il n'y a pas de truc genre des nouvelles icônes ou un nouveau design où toutes les icônes vont être triangles et tout, mais il y a des évolutions dans le très bon sens, avec des choses qui n'ont pas été annoncées mais qui commencent à être dévoilées parce que la WWDC continue, et après des choses comme l'ouverture du NFC, des choses comme ça va dans le bon sens de
ouverture à la Apple, c'est-à-dire on ouvre la porte, il y a quand même 3 vigies à l'entrée qui contrôlent si t'as pas des baskets et tout, mais ça s'ouvre quand même un petit peu au monde extérieur et à des développements plus intéressants, quoi. Ouais, alors moi il y a quelques trucs effectivement que j'ai trouvé assez intrigants. Alors l'aspect photo vidéo, ça c'est ton âme de photographe qui parle. Moi, alors un petit détail, là c'est mon âme de fan d'intelligence artificielle qui parle. Je sais pas si t'as entendu la nouvelle voix de Siri. Si, c'est bien. Mais moi, elle m'a bluffé et j'ai l'impression que tout le reste du monde s'en fout. Je suis seul sur mon île déserte en disant mais c'est incroyable. Et le truc, c'est que c'est passé tellement vite que il fallait presque se re-regarder les WWDC pour s'apercevoir la nuance qu'il y avait entre les trois. En fait, le truc le plus bluffant, c'est qu'un même mot, pour moi, Siri est féminine. Hein, je suis désolé, donc je dirais toujours elle. Elle changeait l'intonation du même mot. Dans des phrases et ça donne un côté ça en est même troublant, très quoi. Naturel. Alors effectivement moi c'est un truc qui m'a frappé parce que alors pour expliquer aux gens il y a une nouvelle voix, ils ont utilisé du deep learning, du machine learning pour améliorer la voix de Siri, alors en version homme et en version femme, on a entendu 2 ou 3 phrases, donc il est possible qu'ils aient choisi les meilleures, qu'ils aient amélioré un petit peu le truc, mais ce qui en ressortait, c'est que c'était vraiment naturel. On sentait plus se parler un petit peu étrange, un petit peu cassé, les espaces entre les mots, etc. C'était vraiment, on avait l'impression, moi, ça m'a donné l'impression d'être dans 2001, l'Odyssée de l'espace, et d'entendre Hal qui parlait. Tu vois, c'était un peu inquiétant dans l'absolu. Oui, disons que la comparaison est pas forcément heureuse, mais ça m'a vraiment donné l'impression qu'on passait une étape dans la science-fiction. Et c'est marrant parce que moi, tous ceux à qui j'en ai parlé me disaient ah ouais bon, ok d'accord. Le truc c'est que les Français sont encore plus blasés de Syrie. Mais je parlais aux anglophones. Ouais d'accord. Parce que nous les Français, on a un Syrie qui a 2 ou 3 générations de retard déjà aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc avant qu'on ait une bonne prononciation et tout ça en français, il va falloir attendre, quoi. Il y avait d'autres choses qui m'ont paru intéressantes. Le fait qu'on puisse envoyer de l'argent à travers iMessage, qui fait qu'il court-circuite un petit peu les banques et que du coup il se transforme eux-mêmes en banque. Je pense il doit avoir un statut de banque ou peut-être qu'il l'avait déjà, mais là il l'utilise. Et donc on peut s'envoyer de l'argent, garder de l'argent dans une sorte de carte virtuelle Apple. Et du coup, on va peut-être pouvoir utiliser Apple Pay même dans les endroits où ils n'ont pas réussi à avoir des accords avec les banques, comme c'est le cas en France. Il y a qu'une ou deux banques qui a un accord avec Apple. Et du coup, ils court-circuitent un peu ça. Peut-être que du coup, on peut s'envoyer de l'argent et se créer notre compte Apple Pay, enfin notre carte Apple Pay, et ensuite l'utiliser. Donc et envoyer de l'argent à des amis, c'était un truc intéressant et ça peut être utile pour certaines personnes qui utilisent ce genre de service. C'est peut-être même la création d'une valeur monétaire internationale, hein, l'Apple dollar, quoi. L'Apple. Voilà. Tu as combien? Un Apple? 2 Apple? Oh, t'es super riche avec un Apple. T'es super riche, t'as plein d'Apple. Ouais, c'est bon, ça sera évidemment en euros et en dollars, etc. Mais il y avait aussi l'App Store qui est entièrement redesigné avec 2 éléments intéressants dans le redesign de l'App Store. D'une part, il y a la séparation dans des onglets différents des jeux et du reste des apps. C'est-à-dire qu'il y a une app jeu et une app app. Un onglet jeu et un onglet app, et ça montre à quel point les jeux sont importants. Bon, on le savait, sur l'App Store, c'est genre 80% des apps installées et 90% des revenus, ce genre de truc. Donc, ils donnent leur place aux jeux et ils déblayent les jeux du reste de l'App Store. Donc, ça veut dire qu'on pourra voir des apps sans que tous les tops et toutes les pages soient uniquement des jeux alors qu'on cherche d'autres choses. Et puis, il y a l'onglet aujourd'hui, ou l'onglet de base, où il y a non seulement des apps, mais aussi du contenu éditoriel. Et c'est genre des trucs où on va pouvoir aller sur l'App Store pour voir ce qu'il y a de neuf, mais pas juste de neuf dans le sens quelles sont les nouvelles apps, mais peut-être des astuces, des nouvelles, des trucs comme ça. Et donc ça va donner une raison aux gens d'aller sur l'App Store pour voir ce qui s'y passe. Ce qui est une approche intéressante, je trouve. Et puis une dernière chose, le petit push qu'ils ont fait sur la réalité augmentée,
qui reste une réalité augmentée sur le téléphone, mais dont on sent que alors il développe toute une technologie supplémentaire de réalité augmentée et il la livre aux développeurs, et on sent bien que en l'état, ça sert. Moi, je pense que malgré le fait que la démo était hyper impressionnante avec une stabilité des objets virtuels sur les objets physiques qui était bluffante, alors qu'on avait que même avec un iPad qui n'a qu'une caméra, c'était hyper stable. Et il y avait même un éclairage des objets virtuels. Genre, il mettait une lampe sur une table, enfin une lampe virtuelle sur une table physique. Et quand ils allumaient la lampe virtuelle, ça éclairait la table physique. C'était vraiment impressionnant, mais surtout ça initie le développement pour peut-être un autre type de matériel qui serait annoncé dans quelques temps, quelques mois, 1 an, 2 ans, qui serait un matériel des lunettes de réalité augmentée ou un truc comme ça, qui là pour le coup pourrait là être c'était le gros défaut. Au-delà de, on voyait bien que c'était qu'une démo, c'était même pas un jeu, on pouvait pas jouer, mais on voit bien qu'en tenant un iPad, de toute façon, tu peux pas jouer sur un environnement ou interagir sur ou même pour d'autres choses que des jeux, quoi. C'est le gros problème de la réalité augmentée avec les téléphones, c'est que bon, c'est marrant, mais on l'a bien vu depuis 10 ans. Personne s'en sert. À part balancer une balle dans Pokémon Go, il y a l'interaction, ne serait-ce que pour des raisons ergonomiques, quoi. Tu peux pas à la fois tenir un téléphone et interagir avec un monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils initient le truc, et peut-être qu'il va y avoir du coup un autre produit qui sera sorti dans les mois ou les années à venir. Ça montre à quel point ils sont sérieux sur la réalité augmentée. Et oui, ça sert à rien sur un téléphone, mais sur autre chose. Moi, ce que je me suis dit, c'est vu la puissance a priori du truc, là, en gros, ils ont pas grand-chose à sortir. Ils te mettent des branches de lunettes sur lesquelles tu peux mettre ton iPhone et c'est bon. Ils ont ils ont leur HoloLens, mais bon. Oui, ça, ils pourraient, comme le font tous les trucs de réalité virtuelle. Mais moi, je pense qu'il y aurait des lunettes, quoi, ou je sais pas, un truc. Il y aurait un truc. Je crois qu'il y a un truc. Et puis, bien sûr, comme tu l'évoquais, le lecteur NFC qui peut pas écrire, mais il débloque pour les iPhone 7 et suivants le lecteur NFC, ce qui est intéressant, quoi. C'est dans ce genre d'annonce que les utilisateurs d'Android regardent ça en rigolant doucement. Mais il y a ce genre d'ouverture, effectivement. Il y a le lecteur NFC d'une part et la lecture de QR code qui est intégrée à l'appareil photo. C'est-à-dire que quand vous regardez un QR code sur l'appareil photo, ça va vous mettre une petite pop-up. Ça va pas directement vous emmener dans le lien, par exemple, que met le QR code, mais ça vous met une petite pop-up qui lit le lien et puis vous pouvez taper dessus pour y aller. Donc c'est une ouverture inattendue, quoi. Il y a des tonnes de petites choses et parfois elles ont même pas été annoncées dans cette grande keynote, mais il y a des tonnes de petites évolutions qui vont dans le bon sens. Je sais pas si t'as entendu aussi le truc des applications qui vont s'effacer toutes seules quand t'as plus de place. Un peu ce que Robin avait commencé à initier. Elles vont se mettre sur le cloud. L'icône deviendra grisée et dès que tu voudras les réutiliser, il suffit de cliquer sur l'icône, elles se retéléchargeront. Ça permettra notamment pour ceux qui ont des petites capacités d'exploiter au mieux leur smartphone, parce que ça effacera pas les données de l'app, mais juste l'app elle-même. Ouais, donc pour les jeux, par exemple, ça peut être intéressant. Ça effacera pas tes sauvegardes, mais le jeu, quand tu y as pas joué pendant 6 mois, il va l'effacer, mais tu seras pas obligé de repasser par iTunes par l'App Store pour le télécharger. L'icône restera juste grisée, quoi. Ouais, t'as raison. Il y a plein de petits trucs comme ça. Le passage aux 64 bits qui va rendre obsolètes les applications 32 bits qui sont pas mises à jour. Il y a plein de petits trucs, effectivement. Mais parlons plutôt des iPads, puisqu'il y a eu une mise à jour intéressante des iPad Pro, et notamment d'iOS pour iPad, et ça, je pense que c'est un morceau conséquent. Alors, d'une part, au niveau matériel, il y a 2 nouveaux iPad Pro. Alors, une version 12,9 pouces mise à jour qui est juste donc un meilleur tout en fait, et surtout une version 10,5 pouces qui remplace la version 9,7 pouces actuelle avec un bord plus fin comme on s'en doutait, comme on en avait entendu parler, et donc un format intéressant.
avec, au niveau matériel, un écran de bien meilleure qualité avec un rafraîchissement de 120 Hz plutôt que 60, donc beaucoup plus fluide, en HDR, une latence plus faible pour le Pencil, un meilleur processeur, le A10X, qui a 6 corps, enfin 3 corps puissants et 3 corps plus efficace. Gringalet, ouais, c'est l'architecture Big Little de ARM pour ceux qui connaissent. Un appareil photo 12 mégapixels à l'arrière, toujours 10 heures de batterie, etc. Et puis on va parler d'iOS pour iPad, mais d'abord ton ressenti sur ce matériel. Bah écoute, niveau hardware, pour moi il y avait, enfin c'est une évolution normale de l'iPad, pas de remise en question de ce qui est l'iPad Pro au niveau hardware, mais oui ça, moi qui utilise beaucoup mon iPad Pro, moi j'ai le 12,9 pouces, là même si je le fais surtout pour le tester pour ma chaîne YouTube, mais j'ai pris le 10,5 pouces qui devrait arriver parce que oui, toi oui, aussi. Toi aussi, tu l'as pris? Oui, bah écoute, 10,5. En fait, ce qui est marrant, c'est que mon iPad, j'ai un iPad Air 2 en ce moment, et je crois que c'est l'appareil électronique que j'utilise le plus. Je suis dessus absolument tout le temps, et c'est en plus un appareil avec lequel j'ai une relation affective. Tu sais, c'est presque marrant, c'est que ma relation affective que j'avais avec l'iPhone s'est déportée vers mon iPad maintenant. Ah oui. Même. C'est drôle, mais c'est vraiment un appareil dont je trouve on a tous des trucs comme ça, hein. Pour certains, c'est des vêtements ou je sais pas, une montre ou ou ce genre d'objet, quoi. On a parfois un truc qu'on aime vraiment, on trouve qu'il est bien fait, qu'il est bien designé, que ça nous procure du plaisir de l'utiliser. Bah moi, pour moi, c'est cet iPad Air 2. Sauf que il y a plein de trucs que je peux pas faire avec pour le boulot. Et en plus, je voulais un écran 120 Hz, un truc HDR parce que j'ai pas de truc comme ça, donc je veux voir ce que ça donne. Et puis mon excuse favorite, c'est pour le boulot. Mais oui, et puis avec ces trucs d'iOS pour iPad dont on va parler, ça, mais bon, la mise à jour serait arrivée sur l'iPad Air 2 aussi, donc cette excuse tient moins bien. Oui, ça tient moins bien, mais bon. Non, mais tu peux dire maintenant tu vas pouvoir prendre le Pencil aussi. C'est ça, non, mais c'est ça, c'est pour tester le Pencil, parce absolument. Que pour niveau tech, il faut que le coton-tige le plus cher du monde. Et donc justement, pour mieux utiliser ce coton-tige, une grosse mise à jour d'iOS pour iPad, qui moi, entre cette mise à jour matérielle et cette mise à jour logicielle, j'avoue que j'ai été assez surpris parce qu'on sait que l'iPad représente une assez faible partie des revenus d'Apple, enfin assez faible. Rien n'est aussi gros que l'iPhone. Donc forcément, à côté de l'iPhone, tout est assez faible. Mais on sait que la révolution du tablette qui remplace le PC ne s'est pas vraiment faite comme on aurait pu le penser peut-être à l'origine. Et du coup, je me disais, bon, bah peut-être qu'ils lâchent un peu l'affaire. Oui, ils font du nouveau matériel régulièrement parce qu'ils peuvent, mais on va rester plus ou moins dans le même type d'utilisation. Et là, ils ont eu une poussée au niveau logiciel pour essayer de rendre plus utilisable dans un contexte professionnel ces iPad Pro qui montrent, encore une fois, moi, de manière un petit peu surprenante pour moi, qui montrent qu'ils lâchent pas du tout l'affaire, qui sont vraiment encore à fond sur cette idée que l'iPad peut remplacer dans un certain nombre d'utilisations les ordinateurs, et ils continuent à rechercher en fait des moyens de rendre ça, de réaliser cette prophétie, quoi. Quand tu utilises un iPad Pro, et moi je l'utilise vraiment, tu comprends, parce que de plus en plus de gens autour de moi, alors déjà quand je leur fais la démo de l'iPad Pro et tout ce que j'arrive à faire au niveau boulot dessus, et ben ils disent c'est ça que je veux, quoi. C'est vachement mieux pour mon boulot que mon MacBook Air ou qu'un ordinateur. Alors pas tous les métiers, bien sûr qu'un développeur ou quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur parce qu'il a un travail plus power user de l'informatique restera toujours avec un ordinateur, mais l'ensemble des gens qui font du commerce, de la bureautique ou qui ont besoin
surtout des fonctions, on va dire, bureautiques d'un ordinateur, quand ils voient l'iPad Pro et qu'ils l'utilisent, ils disent c'est ça que je veux. C'est tellement plus simple qu'un ordinateur et en même temps vachement plus intuitif et plus rapide. Moi, je le dis, je suis beaucoup plus rapide dans pas mal de manips sur mon iPad Pro que sur un ordinateur. Et alors justement, il reste toujours un certain nombre de manips qui sont plus compliqués et qui sont assez prises de tête sur ces appareils-là. Et cette nouvelle version d'iOS va essayer de trouver des solutions à ces problèmes ou à certains de ces problèmes. Et on parle toujours quand on veut copier un truc sur iPad, il y a toujours genre 5 étapes au lieu de un copier-coller sur ordinateur, ce genre de truc. Et là, alors ce qu'ils proposeront avec iOS 11 sur iPad, c'est des trucs du genre, il va y avoir par exemple le dock des apps qui est en bas de l'écran va pouvoir avoir jusqu'à 10 apps et on va pouvoir l'afficher de n'importe où dans le système, même quand on est déjà dans une app, on fait un petit swipe vers le haut du bas de l'écran et ça va afficher le dock. On va pouvoir glisser une app du dock sur l'écran pour l'afficher en plus de l'app sur laquelle on est déjà en train de travailler. Il va y avoir un app switcher qui va donc réunir quand on glisse du bas de l'écran jusqu'en haut, ça va afficher l'ensemble des applications qu'on a utilisées jusque-là, enfin l'historique en fait des applications, mais c'est pas juste une application à la fois, c'est les écrans, c'est-à-dire que si on avait un écran avec 2 applications qui étaient déjà en place, eh ben ça on pourra le rappeler facilement et revenir sur ces 2 applications. Il y a une application de fichiers, une application Files qui va avoir la hiérarchie classique des fichiers de tout l'appareil et des trucs genre Dropbox, Google Drive, etc. qui seront intégrés là-dedans. Il y a le fait qu'on peut glisser, déposer entre 2 apps qui sont affichées ou même on prend un élément, du texte, un lien, une image et puis on la tient avec un doigt et si on tape sur d'autres éléments avec un autre doigt, eh ben ça va les ajouter à notre sélection et on va pouvoir les glisser dans une autre app. Enfin, tous ces trucs qui sont évidents sur un ordinateur classique, mais pour lesquels on n'avait pas vraiment encore de solution dans un ordinateur, enfin dans une tablette. Et là, il semble vouloir trouver une solution et il semble qu'il trouve une part de solution à ces problèmes. Et moi, j'ai l'impression que ça peut en résoudre encore une bonne partie. Alors, on n'arrive pas à l'ordinateur, effectivement, mais on passe peut-être de 40% de ce qu'on peut faire avec un ordinateur à 60%. Mais ce qui est très intéressant, c'est la philosophie d'Apple. Elle n'est pas de vouloir transformer la tablette en ordinateur. Parce que ça, c'est l'obsession. Est-ce que ça va remplacer mon ordinateur? Je dis, et je l'ai dit dans tous mes tests, non, l'iPad Pro ne remplacera pas un ordinateur. C'est une nouvelle espèce d'objet informatique qui est plus adapté qu'un ordinateur à certaines tâches informatiques et moins adapté à d'autres. Mais là, mais ça, c'est déjà le cas avant. Là, ce qu'ils font, à mon sens, c'est... Oui, pardon. Ouais. Là, ils les amènent en ayant vraiment réfléchi à comment les adapter à une tablette plus que de singer un ordinateur. C'est-à-dire, ils essayent pas de faire un... Et j'aime beaucoup les Surface, mais Surface a une philosophie complètement inverse. C'est, vous pouvez tout faire comme un ordinateur, mais il y a des choses qui sont moins pratiques que sur un ordinateur quand tu les fais sur la Surface, quoi. Les menus restent petits ou ce genre de choses, quoi. Là, il y a une réflexion sur quel est cet objet, en fait, informatique. Et ils amènent des choses de macOS, mais ils amènent pas tout non plus de macOS. Ils ont pas parlé de mettre une souris sur le ou un trackpad sur le MacBook Pro, quoi. Non, c'est sûr. Sur l'iPad Pro. Lapsus révélateur. Ouais. Mais c'est sûr que il y a toujours cette approche avec le format et l'interface touch de l'iPad qui est une sorte de vision bottom up, si on voit le bottom avec la simplicité de l'iPad, plutôt que top down
C'est-à-dire quand on essaye d'adapter un ordinateur. Enfin, encore une fois, on pousse ces approches différentes entre Microsoft avec la Surface, qui a des solutions hyper impressionnantes et hyper intéressantes, et l'approche de l'iPad. Chacun continue sur sa voie. Mais moi, j'ai été surpris et très agréablement surpris, effectivement, de cette poussée d'Apple sur l'OS de l'iPad que je pensais ils abandonnaient un petit peu. Là, on voit que c'est vraiment pas le cas, quoi. Là où ils ont raison, c'est qu'il y a un gros potentiel de vente. Enfin, là encore, moi, je m'inspire de ce que j'entends autour de moi. Ouais. Mais beaucoup de gens ont des intentions d'achat d'un iPad Pro dans les milieux professionnels. Alors, c'est pas forcément le grand public qui va l'acheter, mais dans le monde professionnel et notamment des gens qui sont dans l'IT, enfin responsables IT d'entreprise, ils disent c'est génial parce que je vais plus m'emmerder à installer des PC ou des Mac à des gens qui me foutent le Bronx dessus. L'iPad Pro est une bonne solution pour eux, quoi. Ouais. Et fiable et solide, quoi. Mais écoute, on verra si ces nouvelles améliorations permettront aux gens de l'utiliser un petit peu plus professionnellement encore. Je crois qu'on n'y est pas encore, hein, pour être parfaitement honnête. Je crois que, comme je le disais, on est à, je sais pas, peut-être 60% au lieu de 40%, ce genre de pourcentage. Mais ça va dans la bonne direction. Donc là, on verra cet automne. Ouais, avec les modifs qu'ils ont fait sur iOS 11, j'avais peut-être encore 5% de tâches où j'avais encore besoin d'un ordinateur dans mon quotidien. Eh ben, ils disparaissent. Ah oui, d'accord, carrément. Ah oui. Là, je parle pas du montage vidéo et tout ça, pas de mon côté power user de l'informatique, mais pour tout ce qui est bureautique, usage quotidien d'un ordinateur et de l'informatique, je n'ai plus besoin de mon MacBook Air, par exemple. Intéressant, ouais. Bon, on verra si moi je suis dans la même situation. C'est un petit peu mon rêve parce que il y a plein de trucs que je fais sur mon iPad, mais pour mon quotidien, hormis la production audio des émissions, il y a plein de trucs que j'ai encore besoin de gérer avec l'ordinateur. Ça va te demander des petits changements d'habitude, par exemple, de préparer le rendez-vous tech dans des tableurs, ça sera peut-être pas le meilleur outil. Tu vois, et il va falloir que tu changes, Patrick. Non, je ne veux pas changer. Le changement, c'est mal. Bon, la dernière annonce qui était également attendue à cette WWDC, c'était donc le HomePod. Nom un petit peu étrange auquel bien sûr on s'habituera, comme on s'habitue à tout, qui est le Amazon Echo, le Google Home de Apple, mais ils ont eu une approche assez intéressante, assez intelligente pour la présentation. Ils ont dit donc nous ce qu'on veut faire, c'est faire un haut-parleur pour la musique qui soit de vraiment bonne qualité. Et ils ont vraiment présenté ça comme on a vraiment une histoire avec la musique, on a l'iPod qui a révolutionné le monde de la musique et iTunes bien sûr. Mais aujourd'hui, on n'a pas de moyen d'écouter de la musique facilement à la maison, ce qui en soi est pas faux. Effectivement, on a plein de haut-parleurs Bluetooth portables ou machin auxquels on peut connecter nos appareils, mais il n'y a pas genre l'équivalent de la chaîne Hi-Fi. Et ben là, ils vont sortir en décembre le HomePod, qui est une sorte de gros haut-parleur, gros, il fait 7 pouces de haut, mais il a tout un tas de petits haut-parleurs, une super qualité de musique. Certains ont écouté le truc dans un contexte vraiment calme, et tout le monde a dit que la qualité était vraiment bonne, que ça remplissait bien la pièce, que les mids étaient bons, ce qui est souvent un problème pour les haut-parleurs de ce type. Il a tout un tas de trucs où il est conscient de la forme de la pièce, donc il fait du beamforming pour avoir la bonne quantité de son de tel type à tel endroit, etc. Il y a bien sûr Apple Music intégré, donc il va vous aider à découvrir de la musique, machin, etc. Et puis ils ont dit à la fin, genre 2 minutes, ah oui, au fait, on a aussi des micros, il peut faire Siri et il vous fait un petit peu l'assistant. Enfin voilà, c'est aussi un assistant à la maison, quoi. Bon. Donc, si on est un peu cynique et critique, on peut dire qu'ils ont eu quand même un peu une approche de foie jaune. Mais carrément. Genre, c'est une super enceinte.
Bon, on a mis Siri dessus. Si jamais ça marche pas super bien, rappelez-vous que c'est d'abord une super enceinte. Exactement. C'est carrément ça, quoi. Ils prennent pas de risque parce que il est fort probable et ils le savent que Google Home et Echo seront plus intelligents que Siri, en tout cas au départ. Bah, disons il arrive en décembre. Bon, donc peut-être que Siri sera amélioré d'ici là avec iOS 11 d'une manière dont ils n'ont pas vraiment parlé. Enfin, on sait pas. Mais ce qui est sûr, enfin, c'est pas faux ce qu'ils disent. Effectivement, c'est un produit intéressant à avoir, un truc genre une vraie enceinte pour les amoureux de la musique à la maison. C'est une attaque contre Sonos, c'est une attaque contre, enfin, plein de et il y a un marché pour ça. Mais il est évident que c'est une manière de présenter les choses parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un produit, d'un assistant virtuel à la maison. Et ils ont dit ouais, enfin c'est un truc de musique, mais c'est autant un truc d'assistant virtuel. Et ils voulaient pas que ça passe comme un moi aussi quoi. Et autant pour la question de la réalité, du machine learning, du deep learning, ils en ont parlé à plein de moments. Et là, je pense que c'était parfaitement légitime de le présenter de cette manière et de montrer qu'ils étaient dans le coup. Autant là, c'est une histoire de plus une histoire de marketing. C'est genre oh c'est de la musique machin. En fait, bon, la partie assistant est hyper importante pour eux aussi quoi. Donc après ouais, il l'aurait appelé Siri Home hein, sinon. Oui, bah oui, non mais il pouvait pas. Enfin oui, en même temps, je pense que HomePod est une marque intéressante aussi. Tu vois, ça donne une autre couleur au truc, mais. C'est intéressant de ramener la marque Pod quand même, qui est une marque historique pour eux, en tout cas l'objet Pod, fait comprendre un peu là où ils veulent aller avec le produit, à mon avis, au niveau musique. J'entends. C'est ça. Et puis un truc intéressant qu'il disait, c'est que toutes les communications seront anonymes et chiffrées bien sûr, et les données ne sont envoyées à Apple qu'après qu'ils aient entendu la phrase clé. Ouais, ça pour moi c'était même le deuxième fil rouge sur l'ensemble. Ça confirme le fait que Apple veut devenir, alors c'est peut-être que du marketing, mais essaye de devenir le chevalier de nos données personnelles face à Google, l'affreuse hydre qui suce nos données personnelles et qui les aspire et qui les recrache au marketing. Apple sera le chevalier Bayard de la protection de nos données personnelles pour peu qu'on soit prêt à payer le prix de leurs objets. Mais ils ont raison, ils ont complètement raison d'avoir ce positionnement-là en tout cas. Ah bah c'est d'une part un truc qui se justifie et puis ensuite c'est devenu, on le sait depuis quelque temps, un argument marketing qui marche complètement quoi, qui est valide. Donc voilà pour cette WWDC, donc une grosse un gros morceau avec beaucoup de choses à dévoiler. Ça conclut les conférences de développeurs de cette fin de printemps. Et puis ça nous amène dans le début de l'été et puis on reviendra à l'automne avec l'ouverture du bal des conférences Apple sans doute, enfin certainement en septembre avec une conférence pour le nouvel iPhone, pour lequel d'ailleurs on continue à avoir des rumeurs selon lesquelles il y aurait 7S et 7S Plus et un iPhone 8 qui aurait un écran plus grand que le 7S Plus, enfin que les versions Plus, mais dans un boîtier à peine plus grand que la petite version. Enfin, la taille serait entre les deux, mais l'écran serait plus grand que le grand, en gros. Donc ça continue avec un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, etc., etc. Donc, ce serait très bizarre au niveau marketing que Apple lance 2 chiffres en même temps, mais bon. Ah, moi je crois que peut-être que ça sera pas un 8, hein, peut-être que ça sera l'iPhone édition. Ouais. Donc, écoutez, on va passer aux news et aux rumeurs pour lesquelles il reste encore beaucoup de choses dont on doit discuter. Mais avant ça, quand même, prendre un petit moment pour remercier ceux d'entre vous, les auditeurs, qui choisissent de s'engager, d'être actifs dans le soutien de l'émission, qui se disent que le rendez-vous tech, c'est un moment de plaisir, un moment où on peut s'informer, se divertir et rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la tech, et que
et ben ça vaut bien un petit peu de sous. Et donc je vais remercier Florian K23, Olivier, Blue Rabbit, Rawen Risbey, Kid Nikos, Emmanuel, French Sword et Joshua 1618. Merci à vous tous. Et je vais juste noter un petit commentaire que j'ai eu sur Patreon d'un patriote qui disait qu'il avait arrêté de soutenir le Rendez-vous Tech parce qu'il avait arrêté d'écouter des podcasts pendant quelques temps, parce que vous savez que bien sûr, sur Patreon, vous pouvez absolument choisir non seulement à combien d'émissions vous participez par mois, mais en plus, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il n'y a aucun engagement de durée, évidemment. Et donc, cet auditeur avait arrêté et il avait commencé à lire les news par lui-même, c'est-à-dire à éplucher tous les blogs, à essayer de se tenir au courant en lisant tous les articles, machin. Et il s'est rendu compte au bout de quelques semaines, quelques mois que en fait c'était moins efficace pour lui, ça lui prenait beaucoup plus de temps et que en plus c'était moins sympa. Donc il a décidé de continuer, de revenir sur l'écoute du Rendez-vous Tech et en plus de redevenir Patreon. Et il m'a envoyé un très gentil mot m'expliquant tout ça et je le remercie chaleureusement. Et donc je vous fais part de ce témoignage également pour vous dire que oui, le Rendez-vous Tech, j'espère, vous rend quand même ce service et vous permet de passer un bon moment. Et donc, si c'est le cas, vraiment pensez à la possibilité de contribuer. Ça coûte pas grand-chose, hein, même $1 par épisode, c'est déjà beaucoup. C'est moins qu'un café, rendez-vous compte. Et vous pouvez donner un petit peu plus si vous le souhaitez, évidemment. Et ça prend 2 minutes de s'inscrire. Donc, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Les notes, l'adresse est dans les notes de l'émission, évidemment. Et vous pourrez permettre à cette émission d'exister, devenir une partie de cette émission et vous dire à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, avoir ce sentiment de fierté dans votre cœur et vous dire, vous savez quoi, cette émission, elle existe grâce à moi aussi. Donc, comme dit le dicton, pas de Patreon, malheur sur ta maison. Donc, retenez bien ça. Bon, merci en tout cas à tous les patriotes. Donc les news et rumeurs du jour, on va commencer avec un truc intéressant qui est le nouveau téléphone d'Andy Rubin, le Essential, essentiel, qui est un téléphone Android, évidemment. Alors, Andy Rubin était le créateur d'Android. Il a travaillé chez Google pendant longtemps et puis il est parti pour faire sa propre entreprise. Et donc, c'est un téléphone avec un écran 5,7 pouces qui est vraiment en bord à bord. Il a une petite indentation en haut pour la caméra, ce qui fait que de part et d'autre, on peut avoir l'affichage des petites icônes d'information de l'OS Android, enfin l'heure, le réseau, etc. Il a pas de port jack. Il a une grosse batterie, 2 caméras, un Snapdragon 835, donc vraiment le dernier modèle, etc. Donc c'est un bon téléphone Android. Il sera à un prix de haut de gamme, c'est-à-dire $700. Il faudra compter, je pense, 750 € quand il sortira en Europe. Un bon téléphone Android, comment dire, j'attendais quelque chose de plus intéressant de la part d'Andy Rubin, même si c'est assez tragique parce que c'est un petit peu le meilleur d'Android, mais comme d'autres l'ont déjà fait avant, et que voilà, c'est juste encore un bon téléphone Android, quoi. C'est un petit peu mon impression. Même s'il y a d'autres choses à dire, mais je crois que t'étais un petit peu sur la même ligne, Jérôme. Oui, et puis de ce que j'ai vu pour l'instant, moi c'est vrai que les appareils photo sont importants dans le choix d'un smartphone et que là ils sont pas spectaculaires pour ce prix-là. Je pense que le même package moins cher aurait peut-être plus impressionné. La seule chose qui est intéressante, c'est le fait de pouvoir avoir un stock Android dessus. Donc c'est une alternative finalement au Pixel.
Mais ouais, ça m'a pas vraiment convaincu en fait. Bah à vrai dire, moi c'est cet aspect qui m'a le plus intéressé. Cet aspect vraiment, c'est Android de base et pour un appareil de super bonne qualité quand même. Et ils ont vraiment détaillé cette philosophie, l'idée que l'appareil, une fois que vous l'achetez, il est à vous, vous en faites ce que vous voulez, les données, elles sont les vôtres. Enfin, il y a vraiment cette idée que ils vous vendent le téléphone. Ils vous vendent pas toute une flopée de services de ceci, de services de cela, de machin. Et le truc, c'est que, comme tu le disais, à part le Pixel, il y avait pas vraiment d'alternative. Il y avait pas dans cette gamme de téléphones, c'était soit Samsung, soit Google, et encore, bon, le Pixel, il a aussi ses défauts. Là, on a une autre alternative et un excellent téléphone qui est un téléphone qui va pas venir vous emmerder, quoi. C'est un petit peu le truc qu'on peut recommander. J'ai l'impression que c'est le téléphone qu'on peut recommander en tant que geek à nos amis. C'est genre, oui, prends un Essential, t'es tranquille, quoi. T'as pas besoin de t'emmerder avec les trucs, le blabla marketing, les fonctionnalités qui servent à rien en plus, tu vois, les trucs que va essayer de te vendre, je sais pas moi, LG ou Samsung ou machin, même si leurs téléphones sont super impressionnants, il y a toujours les petits trucs en plus qui font que, mais moi je préférerais avoir un Android de base, quoi. Je donne un vécu. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui je connais pas, que ça intéresse pas du tout, qui venait de passer d'un iPhone à un Android. Il me dit mais pourquoi j'ai deux agendas? Et voilà, ça c'est le vécu du grand public non geek qui achètent un Android avec des surcouches, quoi. Et c'est en ça que effectivement t'as tout à fait raison, le produit peut être intéressant, mais encore une fois c'est un peu cher pour recommander ce téléphone-là à quelqu'un qui a un usage, on va dire consumériste de base d'un smartphone, quoi. Moi je pense que il y a des gens qui veulent un téléphone et qui veulent un super bon téléphone. Tu vois, et si tu veux un super bon téléphone et que tu veux pas un produit Apple, t'as un petit peu de choix, mais en gros aujourd'hui le monde vers lequel on se dirige, c'est genre il y a Samsung. Et voilà. Samsung ou le Pixel. Ou le Pixel, oui, mais le Pixel, tu sais, il est vraiment, enfin, je sais pas, le Pixel, c'est un petit peu à part. En même temps, celui-là, ça va être difficile de se le procurer aussi. Samsung, ils sont partout. Ouais. Eux, oui, ils vont pas être partout non plus. Parce que si tu vas dans ce genre de truc, tu peux avoir aussi un OnePlus, tu vois, ce genre de truc. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, le Essential, ils sont pas encore disponibles en Europe. En même temps, ils ont la bonne approche. Ils commencent entre guillemets petits. Ils ont un super beau design, du matériel de bonne qualité, et puis ils commencent avec une chaîne de production relativement modeste, ce qui est normal. Et puis cette philosophie, vraiment, ils ont aussi un home avec un super beau design, avec un écran rond qui est très très beau. Cet assistant virtuel et qui va se plugger à d'autres assistants virtuels. Enfin, c'est un home et il se plug au Google Assistant ou d'autres. Et là aussi, ils se disent, nous, on essaye enfin, on n'est pas dans le business de vendre vos données, quoi. Et bon, alors ensuite, l'autre assistant virtuel sera peut-être dans ce business-là, celui auquel vous vous pluguez, mais à la limite, c'est pas leur problème. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a dans le matériel, c'est triste à dire, mais c'est encore du super bon matériel, mais il y a cette philosophie derrière qui me semble saine et un petit peu plus en phase avec les envies des gens qui s'y connaissent. Donc peut-être que ça donnera quelque chose. IBM a réussi à graver un processeur en 5 nanomètres, ce qui est 40% plus efficace que les processeurs en 10 nanomètres qui sont un petit peu le bout de la chaîne où on est actuellement, ou 75% moins consommateur d'énergie, je crois. Non, c'est l'un ou l'autre. Enfin, on est à 40 et 75%. Et surtout, ils peuvent espérer aller raisonnablement jusqu'à 3 nanomètres.
c'est un petit peu la loi de Moore qui ne meurt jamais, quoi. Et on réussit à aller plus loin. Là, on est vraiment aux limites des possibilités physiques avec la taille des atomes, quoi. Oui. Là, mais il réussit. Qu'est-ce qu'il y a après le nanomètre, quoi? Bah écoute, on a les nanotubes ou les trucs en je sais plus quoi de carbone. Tu vois, c'est possible, mais c'est possible théoriquement. On n'y arrive pas encore. Mais là, enfin, tous les 2-3 ans, on se dit ah bah oui, non mais là, ça y est, c'est fini. Et tous les 2-3 ans, on continue à trouver d'autres techniques. Alors là, on passe du FinFET au, je sais plus comment ça s'appelle, le AAGFET, qui sont différents moyens d'organisation des portes logiques. Et ils réussissent à trouver d'autres moyens de faire encore plus petit. Mais enfin, là vraiment, on est 5 nanomètres. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a après? Je sais même pas ce que c'est quand on va plus petit que le. Mais enfin, on a aussi un petit peu l'impression parfois que genre parce qu'on arrive à 5 puis 3 puis genre il y a rien après. Bah si, enfin 5 nanomètres c'est genre je sais pas 5000 micromètres. Donc oui, on peut toujours aller plus petit, mais ensuite est-ce que disons quand on arrivera au niveau de l'atome, ça va peut-être être un peu difficile, mais bon après on aura peut-être des atomes surboostés. Oui, Dieu sait quoi. Octocore, l'atome octocore, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Mais bon, je sais plus combien fait quelle taille fait un atome, mais en fait le problème c'est pas vraiment un problème d'atome, c'est un problème de conduction. Oui. Et après il y a du quantum tunneling, je crois, qui fait que on peut plus se fier au truc. Mais il y a des histoires de mais les progrès tubes dans les supraconducteurs continuent, et une fois qu'on arrivera à faire des supraconducteurs à température ambiante, il y aura plus de résistance électrique, et là aussi il y a un domaine de possibilités énorme qui va s'ouvrir, quoi. Bah, je crois que la piste suivante c'est vraiment les nanotubes de carbone, je crois. D'accord. Mais bon. Après, c'est de la recherche et j'avoue que je suis pas complètement au point là-dessus. Mais en tout cas, les processeurs, bah on a encore, là on en est à quoi, 14 nanomètres à peu près. On a encore 10, 5 et puis 3 ensuite grâce à ce procédé qu'a révélé IBM. Donc on en a au moins pour, allez, on va dire 5-6 ans où on a la continuation de la progression telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, quoi. Et qu'il va falloir racheter des ordinateurs, quoi. Encore. Ça, toujours. Est-ce que tu aimes donc clavier AZERTY, Jérôme? Écoute, je n'y ai jamais pensé dans ces termes-là. Écoute, pour avoir bossé un certain temps avec un QWERTY, parce que j'étais obligé, je suis pas plus attaché que ça à l'AZERTY. C'est difficile, on va dire, les 2-3 premières semaines quand tu changes, mais voilà, si on devait changer, que je vois où tu veux en venir. Si on devait changer l'AZERTY pour du mieux, je dis why not? Eh ben écoute, l'AFNOR est en charge de alors c'est le ministère de la Culture qui a demandé à l'AFNOR, c'est l'agence française de normalisation, je crois, de réfléchir aux possibilités de faire évoluer le clavier français. Alors ils sont en train de livrer leurs conclusions, il y a une période de commentaires. Et ils ont 2 réflexions possibles. C'est soit un clavier AZERTY un petit peu modifié, soit un clavier qui s'appelle Bepo, qui est inspiré de la version anglaise qui est Dvorak, qui est un clavier complètement réorganisé pour vraiment avoir les parties les plus utilisées placées de manière vraiment intelligente. C'est vraiment le fait de repenser un clavier avec ce qu'on sait de l'ergonomie aujourd'hui. Moi, je suis pas certain qu'ils vont aller dans cette direction, mais par contre, le fait d'avoir un clavier AZERTY un petit peu modifié, parce qu'il y a des trucs un peu bêtes, genre le point, il faut appuyer sur Shift pour avoir un point. Il y a ce genre de trucs. Moi, j'avoue que je serais pas contre l'idée d'avoir les nombres sans avoir à appuyer sur Shift, mais ça je suis pas sûr parce qu'il y a des histoires d'accent qui doivent être accessibles, je pense. Ils sont pas, mais d'un autre côté, oui, les accents sont accessibles, mais par exemple les accents sur majuscules, c'est très dur. Très dur. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Il faut faire Alt machin. Voilà, il faut tu te foules les doigts, quoi.
Mais du coup, un clavier AZERTY repensé, je crois que ça pourrait arriver dans les prochaines années. Ça pourrait être une bonne chose, parce que c'est vrai que le clavier AZERTY, il est pas hyper malin, ou peut-être plus adapté à ce qu'on a aujourd'hui. À vrai dire, il y a certaines bonnes idées sur le clavier Apple. Par exemple, le @ et le hashtag qui sont sur la touche à côté. Pour ceux qui connaissent pas les claviers Apple, la touche à gauche du 1, ouais. Eh ben, c'est @ et hashtag au lieu de c'est effectivement vachement mieux que sur PC, ça. Voilà. Et c'est parce que, à l'époque où le clavier du PC a été conçu, @ et hashtag, ça servait à rien, quoi. Personne l'utilisait. Aujourd'hui, évidemment, on s'en sert tout le temps. Donc, peut-être que ça pourrait être utile d'avoir une modification, une remise à jour. Ça doit faire 50 ans qu'on l'a pas remis à jour. Bon, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut pas changer tous les 10 ans, mais là, c'est peut-être le moment. C'est pour ça, pourquoi? Parce que je comprends que tout le monde flippe, on se dit, j'ai tellement l'habitude de ce clavier que jamais je pourrais faire autrement. Mais je dis, quitte à changer, allons-y franchement, si le Bepo est vraiment mieux dans le placement des touches pour de la saisie rapide et ce genre de trucs, moi, je serais presque à dire, plutôt que de faire un petit changement, allons-y un bon coup. Peut-être. Ouais. Et je serais prêt à tester un Bepo, moi, ça m'intéresse en fait. C'est vrai, peut-être, mais je suis sûr qu'il y a des claviers Bepo déjà qui sont disponibles. Oui, il y en a, mais donc, c'est pas forcément facile de s'en procurer. Oui, c'est vrai. Microsoft a redesigné Skype sur portable et eux aussi, ils se mettent à Snapchat. Mais qu'est-ce qui, toi, tu connais Snapchat, Jérôme? Skype. Je suis pas un gros, mais je connais le principe Snapchat, mais moi je suis passé à Instagram Stories, mais ouais. Oui, mais je veux dire, tu connais ces trucs de jeunes, les stories, les machins comme ça. Skype je suis jeune, aussi, moi, Patrick. Skype aussi se met à faire des stories, quoi, mais le stories, c'est en fait stories, c'est si tu l'as pas, t'es mort. C'est le truc qu'on se dit dans les dîners à la Silicon Valley. Sans stories, tu n'es rien. C'est un effet de mode. Enfin. Non, mais que même Skype, là, c'est même à la limite plus pour parler de Skype. Skype, c'est un truc pour parler. C'est de la VoIP, quoi. Patrick, on parle par stories, mais non, parce que la communication maintenant tu sais, nous, alors je donne un exemple. Nous, et toi, tu te moques parce que je suis peut-être la dernière personne à t'avoir laissé un message vocal sur ton téléphone, quoi. Nous, on est là, non mais qui laisse encore des messages vocaux sur les téléphones? Eh ben, c'est un peu pareil, je pense, chez les plus jeunes. La communication même par message ou par email ou par DM Twitter. C'est uniquement par stories, quoi. Eux, voilà, ça fait partie du panel de communication de faire des stories, quoi. Ouais. Et donc, Skype prenait un coup de vieux de ne pas avoir les stories. Le vrai enjeu, c'est tout le monde, moi, je le vois, je publie des stories, tu peux pas les publier sur toutes les plateformes, sinon tu passes ta journée à faire des stories, quoi. Et donc, qui gagnera la guerre des stories? Voilà, c'est ça. Je comprends la guerre des stories, mais le fait que Skype l'ajoute, moi, ça me paraît un peu. Enfin bon. Ouais, mais c'est ça ou crever. Skype, les jeunes ne l'utilisent plus. Il y a plus que nous, les podcasteurs, qui l'utilisons pour enregistrer des émissions. Non, vrai j'exagère un peu. Mais... Non, mais t'as raison. Ce que proposait Skype, c'est-à-dire les conversations VoIP, aujourd'hui tout le monde le fait. Donc WhatsApp, maintenant, tu fais du VoIP. Donc le particularisme de Skype disparaît. Donc mais pour moi, c'est trop tard. Skype à mon avis, c'est une marque. En tout cas, Skype, c'est pas une marque sur laquelle je miserais un Bitcoin, quoi. D'accord. Il y a des banques qui ont été autorisées par la CNIL à tester l'authentification vocale. Encore un moyen de sécurisation qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire qu'il reconnaîtra ta voix pour t'authentifier. Alors toutes les banques. Premier truc que j'essaierais, c'est haut les mains, file-moi la caisse.
Voir si ça marche. Je suis pas certain. Mais voilà, donc c'est un nouveau moyen d'authentification qui est intéressant. Du coup, je me demande si ce genre de truc peut pas arriver aussi pour les téléphones, pour sécuriser nos téléphones. T'imagines, on va avoir l'iris, peut-être la reconnaissance de visage. Tiens, j'y pensais il y a pas longtemps. L'iris, bon bah on peut la tromper, mais un truc qui serait c'est hyper plus dur que le face recognition, Mais tu sais ce qui serait hyper intéressant, ça serait d'avoir un face password, enfin je sais pas, un face pass où c'est pas juste qu'il reconnaît ton visage, mais il faut que tu fasses une expression particulière. On n'aurait pas l'air de con. Non mais ça serait hyper malin et hyper dur à falsifier. Genre, il faut que toi tu décides, comme les chiffres ou le sigle que tu fais sur ton... pas Genre, tu as une expression, genre tu écarquilles les yeux ou tu lèves un sourcil ou machin. C'est un truc que, il faut que tu aies ton visage et il faut que tu connaisses l'expression que tu fais. Oui, t'as l'air d'un con, d'accord. Mais non, est-ce qu'il vaut pas mieux une combinaison de grimaces? Tu dois faire une combinaison de grimaces. C'est ça. Je tire la langue, je hausse un truc pour que ça déverrouille ton téléphone. Et alors imagine, attends, il faut qu'on trouve un terme marketing pour ça. La combinaison de grimaces. Toi, tu vas bien, t'es un marketeur. La le Grimlock. Ah, très bien, ok. Alors, Grimlock plus empreinte digitale, plus tu dois faire avec l'empreinte digitale sous l'écran, tu sais, tu peux faire un petit mouvement avec ton doigt, plus la reconnaissance de l'iris, plus la reconnaissance de la voix. Et 4 heures après, ton téléphone s'ouvre. Non, mais imagine déjà... T'es là, t'as fait des combinaisons avec tes doigts, t'es en train de faire une grimace. En même temps, t'as une empreinte digitale. Et puis, parce qu'on aura inventé aussi le face detection, où tu dois mettre ta fesse devant la caméra pour voir, parce qu'on sera aperçu que tout le monde avait des fesses uniques. Voilà, les possibilités sont énormes, Patrick. Bon, écoute, le Grimlock, en tout cas, j'y crois. Oui, mais moi j'y crois pas parce que en réunion, même si ta grimace elle est subtile, avec des gens autour de toi, t'oseras jamais le faire. C'est ça le problème. C'est vrai, mais écoute, il faut le vouloir si on veut de la sécurisation de nos données. Voilà. Tirer la langue. Ouais, exactement. Dites 33. Bon, Facebook, on le disait, est en train de fournir des outils intéressants aux hommes politiques et aux organisations non gouvernementales. D'une part, ils ont créé un système qui permet aux gens qui sont représentés par un homme politique de montrer qu'ils sont dans leur corps électoral. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, pour un député, bon c'est aux États-Unis, mais pour un député, ils font partie du district qui représente que ce député représente. Dans les commentaires, dans les trucs comme ça met un petit badge à côté de leur nom. Alors évidemment, on peut essayer de faire de faire croire qu'on est dans ce district en mettant une fausse adresse, etc. Mais on peut avoir qu'une seule adresse à la fois. On peut pas en changer autant qu'on veut. Donc ils essayent de gérer le truc. Mais c'est assez intéressant parce que ça permet surtout de voir pour les élus qui et quels commentaires font les gens qui sont dans votre corps électoral. Ils vont aussi réunir des données, alors a priori anonymisées, mais pour voir ce qui s'appelle les Constituent Insights, qui permettent aux élus de voir ce que veulent leurs administrés. Il y a aussi le district targeting qui permet de cibler les gens qui sont dans votre corps électoral. Alors tout ça, on peut le voir comme des trucs, ah là là, c'est horrible, Facebook vous identifie et cible et machin, mais quand on voit la manière dont ça se passe aujourd'hui et les problèmes qu'on posait dans les campagnes politiques ces derniers temps, justement le manque de ciblage et le fait que n'importe qui puisse venir polluer les conversations de tout le monde, moi, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et l'autre truc qu'ils sont en train de faire, qui est vraiment intéressant,
c'est qu'ils réunissent des données lors de catastrophes naturelles, des données là encore anonymisées, pour les fournir aux organisations non gouvernementales comme la Croix-Rouge, l'UNICEF, etc., sur les localisations des personnes, les mouvements de personnes, etc., ce genre de choses, les densités de personnes, les safety checks, pour permettre à ces organisations qui travaillent lors des efforts post catastrophes naturelles pour aider justement les gens. Et du coup, c'est le genre de données qu'on aurait pu voir Google ce type de trucs, ils auraient pu les gérer. C'est intéressant de voir que Facebook s'y met aussi et qu'on peut utiliser là encore les données pour faire des trucs un petit peu critiquables, mais peut-être aussi pour faire des trucs qui peuvent être utiles, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que c'est bien et c'est malin de la part de Facebook à un moment, comme tu dis, où le grand public s'aperçoit de plus en plus des dangers du data et de la collecte de data, de dire oui, non mais ça peut aussi servir à des choses très positives qui vont rendre le monde meilleur et pas uniquement contribuer à notre enrichissement, quoi. Donc c'est intelligent et c'est malin, si on est un peu cynique d'un point de vue marketing, de sortir ça maintenant, quoi. Moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ces trucs-là. Et le data, pour moi, est un progrès de l'humanité, mais il peut être aussi exploité à des fins un petit peu plus dangereuses. Voilà, c'est bien sûr. J'ai l'impression qu'on a. Je suis un tout petit peu en train de changer d'avis sur ce genre de truc, sans avoir un truc précis, mais une idée précise. Mais j'ai l'impression que, d'une certaine manière, je suis un petit peu en train de revenir sur l'idéalisme d'Internet, en ce sens que on se rend compte que le fait de donner une voix à tout le monde, sans aucune régulation, je suis pas convaincu que ça soit un bénéfice pour l'humanité au final. Enfin si, je pense que c'est un bénéfice, mais je crois qu'on pourrait en tirer plus de bénéfices avec un tout petit peu de régulation. Et il faut être très prudent sur ce qu'on régule et ce qu'on régule pas, et comment on le régule, mais ce qu'on a vu ces derniers mois et ces dernières années, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'anarchie, quoi. Et l'anarchie à petite échelle, ça crée des choses. L'anarchie à grande échelle, c'est un petit peu le bordel. Et je crains que ceux qui profitent du bordel, c'est peut-être plus le chaos que la raison. Et donc, voilà, je suis pas encore 100% sûr, mais je me dis qu'il y a peut-être un tout petit peu de régulation qui peut être bénéfique pour tirer encore plus de bénéfices de la liberté d'Internet. Mais dans 5 ans, on entendra le président Béja interdit la neutralité du net. Alors effectivement, il faut être prudent quand on parle de ce genre de choses, parce que je reste convaincu qu'il faut des toutes petites touches, quoi. Mais alors, on peut parler par exemple de la première ministre Theresa May, qui a parlé au lendemain des attaques de Londres de la nécessité d'avoir encore du plus de tracking, d'avoir des backdoors dans les logiciels de communication. Et là, clairement, on est dans de la politisation, et on voit aujourd'hui avec les résultats des élections en Angleterre que elle a pas forcément fait un bon calcul en faisant des élections anticipées, mais je veux dire, au-delà de ça, on est clairement, pour moi, dans la mauvaise direction. Et on en a déjà parlé des questions des backdoors et tout ça, et de pourquoi le chiffrement est important. Et sur ce point, je reste complètement catégorique, c'est hyper important. Donc on n'est pas je suis pas du tout en train de revenir sur ce genre d'idée, mais oui, c'est un exemple de voir où Theresa May qui dit ce genre de choses, enfin c'est complètement politicien et démagogique, quoi. Comme on dit, Theresa May ne passera pas juin. Elle est nulle, hein, désolé. Oui, elle est un peu nulle, et en plus, je crois qu'elle passera juin, mais moins à l'aise, on va dire. Mais tu sais, c'est marrant parce que il y a cette idée des questions du chiffrement, de l'attaque du chiffrement et tout ça, où je crois qu'on personnellement, en tout cas, je suis toujours sur la même position de il faut protéger le chiffrement, mais en même temps, il y a le rapport dont parle Reuters sur le contrôle du contenu des
des plateformes de social media et enfin de médias sociaux et YouTube, etc. Où avec la pression de l'Union européenne, les sociétés comme Twitter, Facebook, YouTube, etc. ont augmenté leurs efforts de régulation, enfin de suppression de contenu d'incitation à la haine raciale, et ils ont réussi à augmenter assez rapidement de 28% là en décembre de cette année à 59% la quantité de contenu d'incitation à la haine raciale supprimé en 24 heures. Donc ils ont doublé l'efficacité de leur suppression de contenu vraiment inacceptable. Et ça, moi j'étais le premier à dire oula les gars, faut faire attention, est-ce qu'on veut demander à Facebook et Twitter et YouTube d'être les juges de l'internet en fait, et je crois que cette préoccupation est toujours complètement valide, mais il n'empêche qu'ils réussissent à être plus efficaces à cause de cette pression publique. Donc c'est peut-être, je pense qu'il faut encore être relativement prudent, mais c'est peut-être de ce genre de choses dont on peut parler quand on dit peut-être des touches de pression, de régulation, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais Oui, enfin là, on passe effectivement dans des débats très complexes. La liberté d'expression peut-elle avoir des limites mais je vois... De fait, légalement, elle a des limites. Hein, en Europe, en tout cas. Ouais. Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais en Europe, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire. Oui. En France, notamment, il y a des choses qui sont déjà limitées. Mais la question, c'était est-ce que il faut forcer ces sociétés à prendre eux-mêmes des mesures pour décider oui ça on va supprimer ça, et moi j'étais plutôt contre. Moi là je me dis peut-être que je comprends. Moi après ça m'amène à d'autres réflexions, c'est le problème, c'est pour ça que le débat est complexe, c'est-à-dire le rôle des États et des sociétés aujourd'hui dans le monde. Est-ce que d'un côté les États ne se défaussent pas de leurs responsabilités sur des sociétés qui sont transnationales? Est-ce que c'est vraiment le rôle de ces sociétés transnationales de gérer ce genre de choses? C'est des questions que je pose. Mais tu sais, en fait, ça m'amène à une réflexion connexe qui est, on a parfois tendance à se perdre dans la théorie. Et on en est tous victimes, et je crois en France particulièrement, et à se perdre dans l'absolutisme théorique. Se dire genre oui mais il faut absolument pas que Facebook machin, jamais. Et oui, je suis d'accord sur le principe, mais dans la pratique, quand on voit comment ça se passe, peut-être qu'il faut se dire bon bah soyons un petit peu pratiques et soyons pragmatiques. Aujourd'hui, il y a que Facebook qui peut le faire en plus. Mais c'est ça, c'est que oui, moi en théorie, j'adorerais que l'État français engage 10 000 juges qui passent leur temps et forment 10 000 juges qui passent leur temps à éplucher les rapports des réseaux sociaux de Facebook, de YouTube et des centaines de vidéos qui sont uploadées par jour sur YouTube pour voir lesquelles sont acceptables ou pas. Mais bon, oui, idéalement, il faudrait faire ça. Mais en pratique, peut-être qu'il y a effectivement une solution où Facebook, YouTube, Twitter voient les engagent des gens et voient les rapports qu'ils reçoivent et se disent bon bah là clairement oui. Et on va entendre parler de temps en temps de cas limites où ils ont pris une décision comme ci ou comme ça où ils auraient pas dû. Mais peut-être qu'ils peuvent dire quand on est clairement au-delà de la ligne, bah on va censurer nous-mêmes ou supprimer nous-mêmes. Quand il y a une question, on va poser la question aux instances auxquelles on doit poser la question, mais dans 90% des cas, oui, on peut prendre la décision nous-mêmes. Et voilà, dans 90% des cas, de ces 90%, bah on aura raison. 10% c'est une erreur, mais peut-être que ces 10% d'erreurs sont acceptables parce que sinon, la situation dans laquelle on est, bah c'est le bordel et le chaos, et il faudrait que les États investissent des millions et des centaines de millions pour gérer ces trucs qui, concrètement, soyons réalistes. En théorie, ça devrait pas être à eux de le faire, mais en pratique, c'est eux qui sont le mieux placés pour le faire. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Nationalisons Facebook. Je suis tout à fait d'accord, Patrick. Non, mais tu vois, c'est vraiment... Moi, j'étais pas du tout sur cette ligne il y a encore quelques années.
Et aujourd'hui, je me dis bon oui, il y a l'état idéal des choses. Vieillis, Patrick. Peut-être, je sais pas. Patrick vieillit effectivement. Patrick vieillit. Mais bon, c'est une réflexion intéressante. Je serais curieux d'avoir votre avis sur la chose, les auditeurs. Vraiment, venez sur frenchspin.fr ou sur Twitter ou sur Facebook et venez me dire ce que vous en pensez, parce que je serais vraiment curieux de savoir où vous en êtes et si votre opinion sur la chose a évolué et si, comme moi, vous êtes peut-être passé d'une position un petit peu absolutiste et jusqu'au boutiste à une position plus ouais, il y a un moment, faut que ça marche, quoi. Donc c'est peut-être pas parfait, mais ça fonctionne. Bon, en tout cas, ils ont réussi à passer de 28% à 59% de suppression dans les premières 24 heures de ce type de contenu. Donc, clairement, il y a un truc qui marche mieux. Ouais. Une autre approche intéressante, toujours pour améliorer la vie sur Internet, Wikipédia est passé au tout HTTPS, donc au tout sécurisé dans les communications sur le web. Et il y avait une crainte dans les pays qui font de la censure. Alors bon, j'explique les raisons de ce changement. Dans certains pays, il y avait des pages qui étaient censurées. C'est-à-dire que comme le trafic de Wikipédia était en clair, entre guillemets, donc en HTTP et pas HTTPS, pas sécurisé, eh ben les gouvernements pouvaient voir les pages qui étaient demandées par leurs citoyens et censurer certaines pages, donc bloquer certaines pages. Wikipédia a dit bon, on veut pas que ça soit censuré, donc on va tout passer en sécurisé, en chiffré, et donc les gouvernements pourront pas voir les pages. Ils pourront voir donc que leurs citoyens vont sur Wikipédia, mais ils pourront pas voir quelle page ils consultent. La crainte que ça créait, c'était que les gouvernements en question se disent bon si on peut pas voir ce qu'ils consultent, on va bloquer Wikipédia et basta. On va bloquer tout Wikipédia. Donc, il y avait cette crainte de se dire, il vaut mieux laisser passer une partie de Wikipédia plutôt que de prendre le risque de voir les gouvernements bloquer l'ensemble du site. Et on voit quelque temps après qu'en fait, globalement, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y a moins de censure avec ce passage au chiffrement. Les gouvernements ont choisi de ne pas censurer l'ensemble du site, dans leur ensemble, en moyenne, plutôt que de censurer tout le site pour éviter que les citoyens accèdent à certaines pages. Donc c'est un bilan plutôt positif, du chiffrement, là encore, et on se rend compte que dans la pratique, c'était une bonne décision. Donc c'est plutôt une bonne chose. Tout à fait. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Eh bien, Google a ajouté quelque chose. On parlait depuis quelque temps du fait qu'ils allaient peut-être intégrer un adblocker à Chrome, et ils ont confirmé que début 2018, ils vont supprimer les publicités qui sont estimées comme annoying, donc gênantes, par la Coalition for Better Ads. Donc en fait, c'est des standards de publicité qui sont établis par l'industrie de la publicité, et Google va s'y comment dire, va s'y conformer et supprimer dans le navigateur les publicités trop gênantes qui ne correspondent pas aux standards de la Coalition for Better Ads. Qui au final je prends un bon compromis. C'est une excellente chose, et ça rejoint ce qu'on disait au début sur Apple, ce que ces entreprises essayent de faire. On peut plus non plus se cacher derrière son petit doigt, et puis on va arrêter de se mentir. Internet a besoin de la pub. Internet sans la pub n'existerait pas, ou dans une forme qui serait absolument pas celle qu'on connaît. Donc il faut sauver le soldat pub, mais qui fait chier tout le monde parce que le soldat pub était devenu à la fois trop intrusif, mal fait, et enlevait aussi et du confort de navigation, donc il faut assainir la situation. C'est pas en bloquant tout qu'on l'assainit, parce que ça ne contribue qu'à tuer des sites, à mon avis. Donc voilà, il y a des solutions un peu plus intelligentes à trouver, mais l'effort doit, à mon avis, je suis pas très populaire en disant ça, mais l'effort doit être fait par les deux parties. C'est-à-dire que les publicitaires, les annonceurs ont des efforts à faire, mais le public aussi a des efforts à faire.
C'est-à-dire que le public ne peut pas demander à la fois un Internet gratuit, pseudo gratuit, et pas du tout d'intrusion de la pub. Par définition, une pub sera toujours intrusive. C'est intéressant de voir effectivement que là c'est Chrome qui s'y met. Bah évidemment, on en parle depuis longtemps. Ils ont senti le problème. Hein. C'était difficile de pas le sentir. Il y a un autre aspect qui est intéressant quand on parle de régulation justement, c'est que là c'est l'industrie qui s'autorégule. C'est peut-être mon habitude le fait que je traîne avec des Américains qui me fait noter la chose. C'est pas mal parce qu'on voit que le gouvernement n'a pas eu besoin de mettre les pieds là-dedans. L'industrie, contrairement à ce qui s'est passé avec la pression justement qu'a mis l'Union européenne sur les sociétés dont on parlait tout à l'heure, mais là ils ont par eux-mêmes senti qu'il y avait un problème et peut-être qu'ils arrivent petit à petit à une solution. Et je trouve ça pas mal aussi. On voit qu'il y a différentes approches qui conviennent à différents problèmes. Et moi, je trouve que c'est bien de le noter également, quoi. Oui, non, mais c'est clair qu'il y a 20-30 ans, on aurait une loi Sapin pour réguler tout ça. Qui aurait peut-être été nécessaire, mais là... Qui aurait peut-être... le problème, là, on revient à la transnationalité, et après, on peut se poser la question, philosophique. Les nations ont-elles encore une raison d'exister? Mais tant qu'il n'y aura pas d'organisme de régulation internationale efficace sur ce genre de sujet, c'est les entreprises qui vont décider de tout ça. Hein. Moi, je crois que, justement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Union européenne est importante, mais tu vois la pression de certains pays, mine de rien, malgré tout ce qu'on dit sur la force de ces sociétés, qui est indéniable, justement les nations et les pays et les organismes de ce type ont leur rôle à jouer et le jouent. Et pour moi, c'est les pressions qu'on peut et qu'on doit avoir sur ces sociétés sont importantes, et c'est ce qu'on voit dans ces exemples-là, quoi. Mais effectivement, je pense qu'on va de plus en plus vers un monde où il y aura une régulation entre des nations et des grandes sociétés transnationales. Là, c'est déjà le cas, c'est sûr. Oui. Ouais, mais on sort d'un monde où quand même les nations décidaient un peu tout pour tout le monde, quoi. Oui, 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 effectivement. Mais en même temps, tu sais, on sort aussi d'un monde où il y avait des centaines de petites nations. Là, il y a clairement des pôles qui comptent. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et la Russie qui est au milieu de tout ça, le Japon au milieu de tout ça. Mais c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je pense que l'UE est importante. Bref. Ouais. Moi aussi. Et pour conclure, sachez qu'il y a le premier tour des législatives, c'est demain. On enregistre cette émission un petit peu en avance pour cause de 2-3 la semaine prochaine. Il y aura beaucoup de choses à faire au niveau du jeu vidéo, mais il y a 58 candidats qui représentent le Parti pirate aux législatives. Donc, si vous hésitez encore pour qui voter, eh bien, sachez que le Parti pirate est présent dans certaines circonscriptions ou dans certains lieux. Donc, peut-être intéressez-vous, si vous entendez cette émission avant dimanche, intéressez-vous au Parti pirate et à ce qu'il propose et à ses candidats. Ça pourrait être une alternative viable, sachant que le Parti pirate n'est pas que une question de pirates, mais surtout une question de l'importance de la chose informatique et du net dans le reste de la vie politique et de la vie du pays. Donc je voulais le mentionner également pour que les gens ne l'oublient pas. Je dis pas qu'il faut voter Parti pirate, hein, bien sûr. Moi-même, je me suis pas encore suffisamment intéressé à leur programme pour donner de consignes de vote de Patrick Béja. Mais par contre, je dis qu'il ne faut pas les oublier, dans vos réflexions. Je pense que c'est peut-être intéressant pour vous également. Et voilà pour cet épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Avant de se quitter, évidemment, on demande à Jérôme de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur Nowtech. Je dis plus TV parce qu'on est en train d'abandonner le TV. Donc, Nowtech sur YouTube. Et vous me retrouvez également tous les matins, où soit moi, soit Marion, dans notre émission TechScope qui est en live tous les matins de 8 à 9 heures et que vous retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube. Tout passe par YouTube maintenant. Ouais, mais vous pouvez la trouver aussi en replay sur iTunes si vous voulez l'écouter en audio.
Effectivement, grâce à PodMyTube. Exactement, qui PodMyTube. Qui d'ailleurs fournit aussi l'outil qui transfère l'émission, le Rendez-vous Tech et d'autres podcasts sur YouTube, sur ma chaîne Patrick Béja. Donc si vous faites partie de ces gens qui aiment bien écouter les émissions audio sur YouTube, eh ben sachez que c'est possible grâce à cet outil, effectivement une variante de l'outil PodMyTube sur lequel on travaille avec Frédéric. youtube.com/Patrick Béja, eh ben vous avez plein d'émissions que vous pouvez écouter comme ça. Alors c'est une image fixe avec l'audio derrière, mais il y a certaines personnes qui apprécient beaucoup ce mode de consommation. Donc voilà, youtube.com/Patrick Béja, c'est disponible aussi. On va te faire un gif avec la bouche qui s'ouvre pour que ça soit un petit peu animé, Patrick. On met le Grimlock. Le Grimlock, le Grimlock de Patrick. Je vous propose un jeu sur Internet, envoyer à Patrick des idées de grimaces pour qu'il envoie derrière des selfies de ses Grimlock. Est-ce qu'il y a déjà une app Grimlock? Ça serait drôle. Bon, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous le savez, vous retrouvez également l'émission French sur frenchspin.fr et n'hésitez pas à venir me dire, comme on disait tout à l'heure, si votre point de vue a évolué sur cette question de la régulation de l'internet. Et vous pouvez également retrouver d'autres émissions sur ce site, comme par exemple le Rendez-vous Jeu, qui va avoir donc un gros morceau la semaine prochaine puisqu'il y a l'E3 qui a lieu en début de semaine avec les conférences de l'E3 et on va vous faire un immense résumé dès jeudi avec le résumé de toutes les conférences et de tout ce qui s'y sera passé. Vous pourrez donc écouter tout ça très rapidement après le début de l'E3. Et il y a aussi d'ailleurs sur l'émission en anglais Pixels, on va sans doute faire ça même un petit peu avant, je crois mardi, pour les autres conférences. On va laisser Nintendo de côté, mais bref, vous pouvez écouter le Rendez-vous Jeu et Pixels pour avoir toutes les informations là-dessus. Et bien sûr, si vous estimez que l'émission est sympathique et vous fait passer un bon moment et vous sert à quelque chose, on vous le répète, patreon.com/rdvtech, c'est facile à retenir, c'est facile de devenir patriote, il y a des petits avantages que vous pouvez avoir et notamment le Slack au niveau $3 par épisode où on s'amuse bien entre nous tous, on discute, on se marre et on passe toujours de bons moments. Et vous pouvez donc devenir patriote en 2 minutes vraiment sur le site, c'est hyper rapide, hyper simple. Et vous n'êtes pas du tout engagé, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez si ça ne vous plaît pas. Donc voilà, vous le savez, patreon.com/rdvtech. Oui, bien sûr, Jérôme. Une dernière chose, vous pouvez saluer quand même Patrick. On dit que Patrick n'est pas matinal, mais à cause de moi, on est en train de faire cette émission à 8h du matin, en tout cas en France. Et voilà, vous pouvez tous saluer la prouesse de Patrick et lui mettre des thumbs up, comme on dit chez les youtubeurs. Je crois que les Techscopers qui m'ont vu faire ton émission pendant quelques jours, il y a 2 semaines, ont bien compris que j'étais pas du matin du tout. Et que t'étais pas vidéo non plus. Ouais. Tu veux dire que j'ai une tête pour l'audio, c'est ça? Non, t'as la tête d'un mec qui est pas du matin. Après, l'après-midi, t'as une tête resplendissante. Mais oui, le matin, t'as une tête d'un mec qui est pas du matin, quoi. On est tous d'accord. Bon, bah écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans un peu plus de 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao, ciao.